Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila remporte la majorité absolue aux élections des gouverneurs du 10 avril 2019. Des scrutins qui se sont déroulés dans 22 des 26 régions de la République démocratique du Congo. L'éducation africaine reçoit un soutien financier de la part de la Banque mondiale. 143 millions de dollars seront accordés à 5 pays pour la mise en œuvre de centres d'excellence. Un projet inédit pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et lancement de la plateforme Legafrique en Côte d'Ivoire, une application pour formaliser les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 80% du tissu économique ivoirien. En République démocratique du Congo, la coalition du Front commun pour le Congo, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, renforce son pouvoir politique. Le FCC a remporté le 10 avril la majorité absolue aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Notons que le FCC a déjà la majorité absolue à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées provinciales. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il n'y a pas eu de surprise à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ce mercredi 10 avril en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, la coalition autour de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, a remporté la victoire sur 17 des 22 provinces où les scrutins ont eu lieu. Kinshasa sera dirigé par Jean-Tini Ngobila du FCC. Je félicite l'élu de Kinshasa. Tout ce que je lui demande, c'est de travailler pour le bonheur de nos équipes. On doit lui accorder du temps, nous allons l'observer. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons rebâtir cette ville. Gouverneur et vice-gouverneur dans la capitale congolaise s'est déroulé sous une haute sécurité. Une forte présence policière justifiée par les menaces de représailles des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social contre leurs députés sur qui pesaient les allégations de corruption. On peut dire que les élus de l'UDPS ont bel et bien répondu à l'appel de la base, c'est-à-dire voter seulement les tickets de l'UDPS. Et c'est ce qui a été constaté. Donc, de par le nombre de voix obtenues par Laurent Batumona, on peut déjà sous-entendre que l'enjeu de départ était que les 12 députés de l'UDPS puissent voter simplement les tickets ou les tickets alignés par le parti. La coalition au pouvoir cash du président de la République et de son directeur de cabinet ne remporte qu'une seule province. Même cas pour la coalition Lamouka de Martin Fayoulou. Vu les résultats, 3 provinces vont organiser les seconds tours alors que 4 autres, notamment le Sud Kivu, le Maïndombe, le Sud Ubangi et le Sankuru, où l'ex-ministre de la Communication et des médias Lambert Mende est candidat unique, attendent l'organisation du scrutin. Ce jeudi 11 avril 2019 était un jour historique pour le Soudan. Le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis près de 30 ans, a été renversé par l'armée. Une réponse au soulèvement populaire qui a débuté en décembre 2018. C'est désormais un conseil militaire de transition qui dirigera le pays pendant 2 ans. Pourtant, cette solution est loin de ravir la population. Plus de détails avec Ashley Duprat. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté le pouvoir. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Auf, qui avec la destitution du président aurait été nommé chef du gouvernement de transition. Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour 2 ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans. C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement était extraordinaire, était saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours, et aussi par les revendications politiques qu'il a menées jusqu'au bout, en demandant le départ du général al-Bashir et en s'adressant aussi à partir de 6 avril à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de
discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présente dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. L'ancien ministre béninois de l'économie et des finances, Komi Kutché, comparaissait ce jeudi 11 avril devant la justice espagnole. Son extradition vers le Bénin était en jeu. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part des autorités béninoises pour son implication présumée dans un dossier lié à la gestion du Fonds national de microcrédit. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftionou. L'ancien ministre Komi Kutché sera-t-il extradé de l'Espagne vers son pays, le Bénin? C'est du moins ce qu'exigent les autorités béninoises qui ont saisi la justice espagnole à cet effet. L'audience ouverte ce jeudi à Madrid a permis aux avocats de l'homme interpellé le 14 décembre de plaider la relaxe de leur client. Son arrestation faisait suite au mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du Fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Dans l'audience qui a duré un peu plus de 3 heures d'horloge, le prévenu a déclaré à la Cour qu'il n'est pas un criminel économique, comme on tente de le présenter, mais un redoutable adversaire que souhaite éliminer le pouvoir béninois. Des arguments repris par ses avocats à la barre qui n'ont pas manqué de critiquer sévèrement la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, censée juger l'ancien ministre. On a remis en cause la légitimité de la CRIET. On considère que c'est un tribunal d'exception qui a été créé spécifiquement pour poursuivre les opposants et surtout Komi Kutché. On a mis en relief toutes les violations de droits et de liberté publique. On a expliqué la situation actuelle du Bénin qui ne passe pas par ses meilleurs moments. Et puis après, on est rentré sur des détails beaucoup plus techniques, procéduraux, puisque la demande d'extradition était totalement irrégulière en fait et ne respectait pas les critères minimums pour que l'extradition de Komi Kutché soit acceptée. Les avocats de l'État béninois dans ce dossier, qui n'ont pas souhaité communiquer après l'audience, ont plaidé la bonne foi de l'exécutif et ont mis l'accent sur la farouche lutte que mène l'actuel président contre les infractions économiques. Arguments qui n'ont curieusement pas convaincu le procureur lui-même, qui a plutôt plaidé pour la non-extradition. Le procureur de la République, el fiscal espagnol, a demandé à ce que l'extradition ne se fasse pas. Pour la simple raison que la CRIET n'est pas une juridiction qui assure un procès équitable et dont la composition manque cruellement d'indépendance et d'impartialité. On pouvait remarquer dans cette salle d'audience du palais de justice située en plein centre de Madrid, l'épouse du prévenu, ses amis et ses proches, sans oublier nombre de Béninois venus le soutenir. L'affaire est mise en délibéré, le verdict sera connu dans un délai de 5 à 10 jours. Un sujet de la rédaction d'Africa 24 commenté par Fanny Monichi. 143 millions de dollars, c'est le montant du financement accordé par la Banque mondiale pour le programme des centres d'excellence en Afrique, un projet inédit qui devrait impacter le développement de 5 pays et améliorer la qualité de l'enseignement post-universitaire des pays bénéficiaires. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. 143 millions de dollars, c'est le montant du financement accordé à 5 pays, notamment le Burkina Faso, Djibouti, le Ghana, la Guinée et le Sénégal, pour l'amélioration de certains leviers économiques, destinés à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Ce portefeuille spécifique de la Banque mondiale vise à résorber les problématiques liées à la jeunesse. Les politiques n'ont pas encore trouvé toutes les solutions pour les maintenir sur place, leur trouver du travail, leur trouver de l'espoir pour l'avenir. Et donc c'est pour cela que la jeunesse reste centrale dans nos projets et programmes. Pour l'institution mondiale, la problématique du développement ne saurait être dissociée de celle de la jeunesse. Au moins 58 centres d'excellence africains conformes aux normes internationales de qualité sont aujourd'hui opérationnels dans 45 universités africaines. 24 000 étudiants dans 19 pays s'y sont inscrits. Très souvent, on doit répondre à la question
quel va être l'apport de ce projet pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Ça, c'est une question fondamentale que notre management nous pose à chaque projet qu'on amène. Le financement de ce nouveau projet porte ainsi à 456 millions de dollars le montant total des financements de la Banque mondiale en faveur des centres d'excellence africains CEA. Cela comprend les phases de 2 précédents projets similaires, toujours en cours d'exécution. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 81% du tissu économique et contribuent pour 18% au produit intérieur brut. Mais beaucoup d'entre elles restent dans l'informel, notamment à cause de la complexité des démarches administratives. La plateforme Legafrique Compta a justement été créée pour les aider à se régulariser. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Lourdeur administrative, complexité du processus de formalisation, la peur des textes sont autant d'arguments avancés par les entrepreneurs pour opérer leurs activités dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de 80% des acteurs économiques du pays demeurent dans l'informel, selon la Banque mondiale. C'est à la méconnaissance des processus administratifs. Comment est-ce qu'on fait pour se légaliser, par où il faut passer, quel est le guichet unique, les documents à fournir. Très souvent, c'est un processus qui apparaît lent lorsqu'on ne prend pas la peine de bien se renseigner. Pour pallier ces problèmes, Youssouf Ballo et Franck Boni, 2 jeunes entrepreneurs ivoiriens, viennent de lancer une plateforme dénommée Legafrique Compta. Sous la forme d'un guichet unique, cette plateforme permet aux entreprises de réunir tous les documents pour faciliter leur enregistrement auprès du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Être formel, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour la nation, c'est un gain pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est un gain également pour toute l'économie. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives en termes de dématérialisation et nous venons justement compléter cet effort qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. Legafrique Compta, utilisable dans la zone OHADA, composée de 17 pays, propose l'accompagnement juridique, l'appui à la comptabilité grâce à un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne qui facilite le quotidien de l'entrepreneur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.